Et bonsoir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de Paris, sénatrice PS de Paris, candidate à la primaire de la gauche. Vous avez écouté François Hollande, j'imagine, aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez trouvé comment? Très défensif, aucune vision nouvelle, à part dire qu'il faut continuer comme avant. Mes engagements ont été tenus, en total décalage avec ce que ressentent non seulement les militants de gauche, mais le pays. Je l'ai trouvé très passif par rapport à l'état d'un monde qui est quand même très bousculé. Alors, pas sur la question de la sécurité, mais enfin sur le champ économique et social. Et puis, cette impression qu'il a raison, les Français comprennent rien, ils finiront bien par voir, les résultats sont pas là, tant pis, on continue, faut pas changer de cap. Voilà, un peu une impression d'incompréhension de ce qui se passe dans la société française. Et puis un manque d'ambition totale sur la question européenne, parce qu'on est quand même avec ce Brexit à un moment clé où François Hollande aurait dû reprendre en main la question de la réorientation. Vous avez vu que le Portugal, l'Espagne, on va les sanctionner alors qu'on nous disait il y a quelque temps, regardez, les bons élèves qui ont fait l'austérité, ça marche. Ben non, ça marche pas. C'est le moment de dire, il faut une feuille de sortie de crise qui nous sorte de cette politique. Il a parlé d'un grand plan d'investissement européen. Oui, mais ça, il nous fait le coup. Il nous fait le coup depuis le début. Il a pas changé le traité, le TSCG, on l'a ratifié au motif qu'on aurait un grand plan d'investissement. Puis après, oh, vive Juncker, on va avoir de la croissance. Mais la croissance, c'est pas là. La réalité, c'est que bien sûr, il faut de l'investissement, mais si vous avez de la rigueur budgétaire, vous pouvez faire toutes les subventions et tous les prêts du monde, vous n'avez pas le complément que les États ne peuvent pas mettre le complément. Et puis, on a besoin d'une relance du pouvoir d'achat. La pauvreté s'est accrue en Europe, les travailleurs pauvres explosent. Il est temps que dans ce continent qui constitue un immense marché, on relève le niveau des salaires, le niveau de vie des gens, parce que ça constitue aussi une capacité de croissance et aussi de porter un nouveau mode de développement. Dans sa dernière interview sur France 2, on avait retenu le fameux « ça va mieux ». Cette fois, c'est « ça va mieux », mais ça peut se dégrader si on ne fait rien. C'est pour ça que j'agis. Il a choisi cette posture du président protecteur. Vous n'y croyez pas? Moi, je ne pense pas que les Français ont besoin d'une nounou. Qu'on nous protège, comme si on était des angoissés sans raisonnement. Non, les Français sont inquiets parce qu'ils pensent que les choix mondiaux de la mondialisation libérale sont en train partout de montrer leurs mauvais effets et d'ailleurs sont contestés de la candidature d'un Trump au choix du Brexit. C'est quand même le fait que ce libéralisme crée tellement d'inégalités, tellement de gens qui sont en dehors de la mondialisation que les peuples se rebellent. Donc, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, on ait un président qui nous dise on a des forces vives dans ce pays, de la jeunesse, de celui qui est le moins diplômé à celui qui l'est plus, qui doivent être mobilisés, mis en valeur, soutenus pour qu'on porte un nouvel avenir. On aurait dû défendre notre modèle social, pas simplement honteux. Notre modèle social, quand vous voyez qu'aux États-Unis, ils veulent monter le SMIC à 1 500 €. En tout cas, Mme Clinton dit tout de suite à 1 200, 1 300 €. Quand vous voyez que la sécurité sociale est enviée dans la plupart du pays et que nous, on laisse se dégrader, par exemple, l'hôpital public. Donc, moi, j'attendais plutôt que dans ce monde-là, on ait un président offensif sur l'avenir, qui se projette. Évidemment, des protections, mais pas des protections bidons et trucs. Dire, par exemple, les travailleurs détachés, on arrête. On arrête en France et on renégocie après la directive. Il était particulièrement attendu, évidemment, sur le cas Emmanuel Macron. Alors, il a lancé une mise en garde à son ministre de l'économie, une nouvelle mise en garde, en lui rappelant les règles de la solidarité gouvernementale. C'était suffisamment ferme, selon vous ? Je ne suis pas sûre que ce soit dans la parole du président le 14 juillet qu'on règle ce type de problème. Rappelez-vous la formule de Chirac, je décide, il a et tout. En réalité, ça n'a rien changé des rapports entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy à l'époque. Non, moi, je n'attends pas tant des paroles du 14 juillet qu'un président qui soit capable de clarifier quelle est la ligne que défend son gouvernement. Moi, je souhaitais le départ de Manuel Valls parce que je pense qu'il faut une autre politique. Je l'ai dit, pour l'Europe comme pour la France, il faut maintenant une feuille de sortie de crise offensive. Mais pour vous, Emmanuel Macron peut rester aujourd'hui au gouvernement ? Non, moi je ne pense pas qu'on puisse avoir au sein du gouvernement deux personnages aussi essentiels que le Premier ministre et le ministre de l'économie qui ne soient pas d'accord et qui manifestement jouent au chat et à la souris. Donc non, ça c'est malsain. Et donc c'est pas les paroles dont j'attends, mais des actes.
Il a été interrogé également sur cette mini-polémique autour de ses frais de coiffeur, 10 000 € par mois. Ça vous a interpellé, ça vous a choqué, ça? Bah oui, ça paraît tellement décalé du monde, de la réalité sociale. Alors, il semble qu'il le savait depuis un moment, que brutalement, il ne renvoie pas la personne parce elle a des droits sociaux. Mais enfin, il pouvait mettre un terme à cette situation depuis déjà pas mal de temps. Et là, franchement, tout ce qui procède de l'abus, et notamment de l'abus en termes de rémunération, vous voyez, par exemple, il a parlé d'Emmanuel Barroso, qui est un vrai scandale. Mais nous renvoyer simplement à la question morale, ben non, pourquoi il y a des règles? Parce que, hélas, la morale des individus ne suffit pas tout. L'ancien président de la commission, on précise. Voilà, l'ancien commission qui est devenu salarié de Goldman Sachs, dont tout le monde sait bien le rôle de cette banque désastreux pendant la période de la crise financière. Et il a dit que ça posait un problème moral. Voilà, mais moi j'attendais qu'ils nous disent il faut interdire des règles de pantouflage beaucoup plus rigoureuses en Europe. Il faut mettre des sanctions devant ce genre de situation. Et d'ailleurs, pas seulement en Europe, parce qu'en France, on a aussi beaucoup de pantouflage de hauts fonctionnaires qui font le passage entre les banques, la puissance publique ou les grandes entreprises et la puissance publique. Et c'est malsain. On termine en parlant un petit peu de la primaire qui s'annonce à gauche. Vous êtes candidate. Absolument. Vous êtes déterminée à aller jusqu'au bout? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que dès le début du quinquennat de François Hollande, j'ai essayé d'attirer l'attention de mes camarades socialistes et de la gauche sur les deux failles d'origine qui n'ont fait que croître et embellir au cours du quinquennat. La première, ça a été cette ratification d'un traité européen, donc l'acceptation des politiques d'austérité et de rigueur, fut-elle rampante, mais pas du tout d'une stratégie de relance de l'activité, et d'autre part, le fait de ne pas vouloir rassembler l'ensemble de celles et ceux qui avaient fait sa victoire, les forces de gauche et au-delà, pour essayer de jouer collectif, de trouver comment, ensemble, on pouvait donner du souffle et de l'élan, comme il l'avait fait au Bourget. Donc, depuis le début, je fais des contre-propositions. Je ne me contente pas de dire c'est pas bien. À chaque fois, on nous dit « Oh, c'est pas raisonnable », sauf que vous verrez, ça ira mieux demain. Et là, ça ne va pas mieux aujourd'hui et ça risque de ne pas aller mieux demain si on ne change pas. La règle d'une primaire, normalement, c'est que les candidats s'engagent à soutenir le vainqueur. Vous êtes prête à soutenir François Hollande s'il remporte la primaire? J'ai toujours dit qu'à partir du moment où il y avait des primaires, c'était légitime. La fois dernière, j'ai soutenu Martine Aubry. J'ai fait campagne pour François Hollande. En tout cas, je soutiendrai le vainqueur des primaires. Mais je vous le dis tout net, je ne pense pas que François Hollande sera le vainqueur des primaires. Donc vous n'êtes pas pour une candidature à gauche de François Hollande, comme c'est en discussion en ce moment? Il y a déjà celle de Jean-Luc Mélenchon. Et nous, moi, je plaide pour l'unité, d'abord parce que c'est un cap stratégique. Il faut que la gauche soit unie pour représenter toutes celles et tous ceux qui espèrent un changement, mais tactiquement aussi, parce que si la gauche n'est pas unie, eh ben, nous faisons le lit du Front National et de la droite. Donc, je pense que rajouter une énième division pour que la gauche ne soit pas au deuxième tour de la présidentielle n'est pas souhaitable. On va parler de ce sujet justement avec David Cormand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui sera notre invité dans un gros quart d'heure maintenant. Merci Marie-Noëlle Lienemann. Merci beaucoup.